Vous êtes sur Télé Africa, merci de nous regarder. Le métronome, le numéro de ce jour s'intéresse aux questions d'actualité politique, évidemment, avec cette concertation ce 16 janvier 2023 de l'ensemble de la classe politique, opposition et majorité réunie, sous le regard bienveillant du ministère de l'Intérieur. Un point à l'ordre du jour, la mise en place du bureau du Centre gabonais des élections, mais aussi les questions liées au financement des partis politiques. Pour aborder cette actualité chaude qui prévaut dans notre pays, je reçois un invité de marque de premier plan de la scène politique nationale, Maître Louis-Gaston Maïla. Maître Maïla, bonsoir. Bonsoir et merci pour votre invitation. Merci aussi à ceux qui nous feront l'amitié de nous regarder pendant la durée de cette émission. J'essaierai, à partir de vos très bonnes questions, d'apporter les réponses qui puissent également donner satisfaction à ceux qui nous regardent. Merci beaucoup, Maître Maïla, d'avoir accepté justement l'invitation du métronome pour que nous décryptions l'actualité politique qui prévaut dans notre pays. Je rappelle à ceux qui nous regardent que Maître Maïla est le président de l'UPNR, l'Union pour la Nouvelle République. C'est une formation politique appartenant à l'opposition gabonaise, et ce parti, l'UPNR, également fait partie de certaines plateformes de regroupement, notamment la PG 41 et d'Alternance 2023, qui est une nouvelle plateforme qui a été mise en place il n'y a pas longtemps. Voilà. Alors, Maître Maïla, vous aviez pris part à cette rencontre d'Arambo à la demande du ministère de l'Intérieur pour évoquer les questions d'actualité en rapport avec l'organisation des élections générales qui auront lieu dans notre pays en 2023. Le point inscrit à l'ordre du jour, le premier, celui relatif à la mise en place du bureau du nouveau centre gabonais, ou du nouveau bureau du centre gabonais des élections. Oui. Alors, Maître Maïla, d'abord, en ce qui concerne la rencontre, comment vous l'avez trouvée? Correct. Le ministre de l'Intérieur, dans son rôle, nous a reçus. Nous avons reçu l'invitation. Je crois que tous les partis politiques légalement reconnus ont répondu présent. Je crois que la rencontre s'est passée dans de bonnes conditions, dans la courtoisie nécessaire à cette vie politique. Et déjà, on posait des questions. Le ministre a répondu. La première question qui taraudait certains d'entre nous, c'était le modus operandi. Ça se passe comment, monsieur le ministre? Et le ministre a expliqué qu'il y avait deux collèges, que ces deux collèges vont avoir la mission de choisir le bureau, l'autre de choisir les gens qui élisent cela. Donc il était attendu un collège de 5 personnes, un collège de 4 personnes, ça fera 9 personnes. Le regroupement politique tel que les nôtres, la PG 41, avait donc la mission d'envoyer au ministre, ce qui est déjà fait en ce qui nous concerne, des noms de nos représentants qui vont prendre part à ces élections-là pour mettre en place le centre gabonais des élections. Vous savez, dans d'autres pays, c'est une administration pérenne. Au Canada, on parle d'élection Canada. C'est-à-dire une administration qui est là tous les jours et dont le rôle est de veiller à ce que les élections soient bien faites. À Paris, nous avons décidé de la mise en place du CND. Aujourd'hui, pour traduire dans les actes le déroulement de tout ceci, ça a été la CENAP. Maintenant, c'est le Centre gabonais des élections. Qu'est-ce que ça sera après concertation? Nous sommes seulement conscients de faire œuvre utile. Nous pensons que le ministre fait son travail. C'est un travail difficile, j'ai de raison de le connaître. Et nous devons jouer notre rôle, celui d'apporter la contradiction, celui de critiquer dans le bon sens, celui également d'indiquer ce qui aurait dû être fait à la place de ce qui est fait. Sinon, c'est ça le rôle d'une opposition. Maître Maïla, en parlant justement de la mise en place du futur bureau du Centre gabonais des élections, vous l'avez indiqué, vous, au sein de la PG 41, vous avez anticipé, vous aviez procédé à une forme de répartition de ce que pourraient être les représentants de certains de vos partis politiques dans ce bureau-là. On a salué finalement cette maturité de votre groupement politique à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on est quand même là depuis longtemps. On sait comment ça se passe. Mais si on veut faciliter les choses, c'est à nous d'anticiper. Et c'est ce que nous avons fait avec beaucoup de collègues. Et nous pensons qu'aujourd'hui, la PG 41 est un acteur majeur.
on ne doit pas l'appeler, on ne doit pas l'interpeller. Et si on est au courant des procédures et tout, nous devons anticiper. Nous avons anticipé. Nous avons déjà déposé au bureau du ministre nos représentants dans chaque élection, nos représentants, nos candidats, parce qu'après il faut qu'ils soient élus au bureau du CGE. Et je crois que d'autres formations, d'autres regroupements de partis politiques, parce que les partis politiques tout seuls c'est bien, mais quand vous êtes regroupés comme c'est le cas d'APG 41, c'est mieux parce que vous partagez la réflexion. Vous avez la vision de plusieurs personnes et c'est mieux de se tromper à plusieurs. Et c'est ce que nous avons fait. Beaucoup de collègues se sont dit également satisfaits de la rencontre parce que après tout le monde a joué le jeu, tout le monde a répondu positivement et c'est cela qu'on attend de nous. Que quand le gouvernement pose un acte, qu'on donne notre avis avec la retenue voulue, avec la connaissance que nous avons du terrain. Pour certains, ceux qui ne l'ont pas apprennent au fur et à mesure. Mais ce qui est sûr, c'est que nous sommes sur la même longueur d'onde actuellement. Nous, opposition, et en face, nos amis de la majorité actuelle. La majorité, par définition, ce sont ceux qui soutiennent la politique du gouvernement. Ce n'est pas un tort, mais qu'ils acceptent qu'en face, il y ait quelqu'un pour leur porter la contradiction. Alors, c'est quelqu'un, c'est nous. D'accord. Alors, en ce qui concerne justement ce bureau du Centre gabonais des élections, il y a eu des incompréhensions, parfois de la confusion et même des propositions. Et l'une des propositions faites par certains acteurs, au niveau de l'opposition même, c'est qu'il y a comme une forme de bicéphalisme, qu'il y ait désormais deux présidents à la tête du CGE, un président de la majorité et un président de l'opposition. Qu'en pensez-vous? Je crois que sous une forme différente, c'est ce qui se passe. Il y a un président et puis il y a un vice-président de l'opposition, vice-président de... Maintenant, on voudrait que ce soit au niveau d'une coprésidence, c'est-à-dire un président de l'opposition, un président de la majorité. Personnellement, je ne vois pas ce que ça changerait si ces messieurs et dames qui peuvent occuper ces postes-là sont de bonne foi. Et on suppose que cette bonne foi est là. Donc c'est une proposition, on l'accepte comme on peut. Moi je pense que c'est peut-être utile. Est-ce qu'il n'y a pas risque de bicéphalisme justement, qu'on ait comme une forme de serpent à deux têtes? Non. Ça dépend des gens. Vous savez, la même structure animée par d'autres personnes donne des résultats différents. Je crois que c'est peut-être au niveau de la décision qui est prise, au niveau du poids de chacun. Maintenant que ce soit au niveau des vice-présidents, on pense que la voix du président est prépondérante. C'est ce qui fait que certains pensent qu'il serait mieux que ce soit deux présidents. Mais personnellement, je trouve que ça dépend de la qualité des hommes, de leur volonté d'aller de l'avant, de leur volonté d'apporter des changements qui soient significatifs pour la vie politique du pays. Et c'est cela qui fait la qualité des rencontres que nous pouvons avoir. Parce que j'estime, moi, que le recours, l'appel régulier à des concertations, à des rencontres, c'est un signe de la vitalité de la démocratie. Et les gens qui parlent ensemble ne se tuent pas. Et c'est là le point positif qu'on peut tirer de ça. On va d'ailleurs aborder ce point dans la seconde partie de l'émission consacrée à la concertation politique souhaitée par le président de la République le 31 décembre dernier. Oui. On reste sur ce premier volet lié donc à la mise en place du nouveau bureau du Centre gabonais des élections. Maître Louis Gaston Maïla, il y a aussi, en ce qui concerne justement la présidence du Centre gabonais des élections aujourd'hui, certains qui estiment qu'il faut peut-être aller voir au-delà des magistrats pour désigner celui ou nommer celui qui doit présider aux destinées du CGE. C'est-à-dire qu'à juste titre, dans l'opposition, on estime que lorsque le président d'une institution telle que celle-là est assujetti au pouvoir, est nommé par le pouvoir, a une carrière à préserver, on a tendance à plaire à ceux qui vous nomment. On a tendance à penser que faire comme il veut, c'est remplir la mission qui vous est confiée. Donc on pense, j'ai entendu hier quelqu'un proposer que ce soit un prélat au lieu des magistrats en fonction, parce qu'il y aura des propositions de toute nature. Mais le jour que nous trouvons un prélat de bonne qualité, de bonne foi, pourquoi pas? Bon, là les magistrats, je pense qu'ils ont montré un peu la limite
puisque jusqu'à présent, ce sont eux qui ont présidé les élections et tout. Mais je ne crois pas que les Mais élections... ce n'est pas toujours eux qui ont présidé les élections. En principe... Il y a eu des réformes au fur et à mesure. Enfin, je ne vous en prends rien. Vous êtes tellement expérimenté, assermenté. Vous-même, vous avez organisé en tant que ministre de l'Intérieur des élections, donc vous savez très bien de quoi il s'agit. Non, ce que je crois, moi, c'est que ceux qui organisent ont la charge de bien faire, mais que ceux qui nous jugent aient aussi le recul nécessaire pour dire que ce sont des hommes. Parce que ce ne sont que des hommes, ceux qui le font ne peut pas être parfait. Si nous avons ce recul-là, on accepte le résultat qui sort des urnes. Si quelqu'un se sent lésé, c'est normal que la personne se plaigne. C'est pour ça qu'il y a le contentieux électoral. Et la vie continue. Ce qui fait la difficulté en politique, c'est qu'il y a des gens qui vont aux élections avec la conviction et la décision de les gagner. Bon, mais s'ils ne les gagnent pas, c'est sûr qu'on arrive à des situations difficiles. Mais on doit aller avec la conception d'aller aux élections, de les gagner, de les perdre éventuellement, mais de ne pas perdre son âme parce qu'on a perdu l'élection. Et c'est un peu difficile. C'est une conception qui, petit à petit, arrive dans les jeunes nations que nous sommes. Et je crois que c'est mieux accepté ailleurs. Non, parce que nous avons vu ce qui s'est passé dans la première démocratie du monde, les États-Unis. Nous voyons aujourd'hui ce qui se passe au Brésil. Ça veut dire que c'est un exercice difficile et il faut faire appel au bon sens des citoyens, à la maturité que chacun acquiert au fur et à mesure qu'on exerce ses fonctions et qu'on vit, qu'on anime cette vie politique. Alors, il y a quand même d'autres sons de cloche, hein, souvent discordants, oui, aussi, toujours en rapport avec l'organisation des élections et du rôle à donner au Centre gabonais des élections. Il y a certains acteurs politiques qui estiment qu'il faudrait peut-être que le ministère de l'Intérieur se réapproprie le processus de l'organisation des élections dans notre pays, sachant que le CGE est une émanation du dialogue d'Agondje. Alors, je crois que la force, c'est d'accepter toutes les propositions, de choisir parmi elles. Mais un acteur politique expérimenté que vous êtes. Un acteur politique que je suis expérimenté, peut-être pas. Je crois que le ministre de l'Intérieur a été dessaisi de certaines prérogatives qui sont les siennes. Peut-être qu'il serait temps de rééquilibrer les choses. Bon, quand on va dans ces dialogues, des fois on va avec des velléités, machin, on propose des choses. Comme hier, le ministre faisait remarquer que nous créons nous-mêmes des monstres et nous sommes les premières victimes de ces monstres-là. Il faut rééquilibrer les choses. Il ne faut pas tout remettre au ministère de l'Intérieur, ou bien plus qu'il n'en faut. Mais c'est un souhait qui a été émis, c'est un souhait que personnellement je partage parce qu'il serait temps que le ministre de l'Intérieur soit le ministre de l'Intérieur, donc responsable dans cette organisation. Je n'estime pas moi que ce qu'il fait n'est pas assez, mais s'il y en a qui pensent qu'on devrait lui en ajouter plus, pourquoi pas? Mais le problème justement, oui, et là où le bas blesse, c'est qu'au niveau de l'opposition, on estime aussi que le ministère de l'Intérieur représente le gouvernement, oui, les démembrements représentent également le gouvernement, donc les gouverneurs, les préfets, sous-préfets, etc. Et que ce serait peut-être ne pas garantir l'impartialité justement des CEO cadres de l'administration si jamais ils avaient la responsabilité à nouveau de s'occuper de l'ensemble des opérations électorales. Je vous ai dit qu'il y a une espèce de problématique entre ceux qui nomment et les personnes nommées. Ceux qui sont nommés ont le sentiment qu'en faisant la volonté de ceux qui les nomment, ils remplissent leur mission et ils sont récompensés en conséquence pour certains, d'autres ne le sont pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'un gouvernement reste un gouvernement. C'est le gouvernement de la République. Donc il gouverne en fonction des intérêts du pays. Je parle là en théorie. Bon, maintenant le gouvernement aussi peut avoir pour préoccupation de faire en sorte qu'on soit là ad vitam aeternam. Bon, ce qui n'est pas sain, ce qui n'est pas bon. Mais quel est ce gouvernement qui voudrait se faire harakiri? Ça n'existe pas. Donc, on marche, on gère, on avance dans les propositions et dans ce qui est fait, en tenant compte de l'intérêt de la chèvre et du chou. On ménage les intérêts des uns et des autres. Et la bonne gouvernance,
cette façon de faire en sorte que le peuple, lui, se retrouve dans ce que vous proposez. Il y en a, dans tous les pays, les élections, ça a toujours été un problème. Vous avez suivi ce qui s'est passé en France. On n'est pas un modèle en soi, mais nous aimerions bien nous donner un modèle. Bon, espérons qu'avec toutes les propositions que nous faisons, avec toutes les réformes que nous faisons, le Gabon demain c'est un exemple pour la bonne organisation de ces élections. Malheureusement, aujourd'hui, nous déplorons chaque fois qu'il y a une élection présidentielle, ma foi, des pertes en vie humaine, parce que répression, réaction et tout. Bon, il faut qu'on en sorte de cela. Il faudrait que, quand on termine une élection, le vainqueur serre la main au vaincu. On dit que la vie continue. Et le vaincu a l'espoir de gagner la prochaine fois. C'est ça. Mais c'est lorsqu'on bouche l'horizon, lorsqu'on donne aux gens le sentiment que ça ne pourra pas changer parce que la façon dont c'est fait. Bon. Vous voyez, le changement est un facteur. Si quelqu'un a un poste depuis 20 ans, ça pose problème. Il commence à avoir des habitudes. Et c'est normal que les gens veuillent que ça change. Bon, là aussi, ceux qui occupent ces postes-là, qui trouvent leur compte et qui pensent que voudraient en faire, bon, mon Dieu, une carrière, mais est-ce qu'on fait une carrière à chaque poste qu'on a? Ce sera toujours le débat en politique. Il faudrait accepter de débattre. Il faudrait accepter les propositions des autres et d'apporter des contre-propositions pour qu'on arrive à un consensus qui donne satisfaction à tout le monde. C'est ça le but de la gestion politique des choses et des hommes. Alors, Maître Maïla, justement, dans ce volet consacré aux opérations électorales, avec au centre la mise en place du nouveau bureau du Centre gabonais des élections, le CGE, il y a d'autres voix également qui se lèvent et qui pointent un doigt accusateur sur la responsabilité des leaders politiques, des présidents de partis que vous êtes, dans la formation de vos militants, dans le fait que vos représentants, parfois dans les bureaux de vote, ont une méconnaissance, et même certains leaders, semble-t-il, du code électoral, de la loi électorale. Que répondez-vous? Je réponds que ce sont des hommes. Ils ont des points forts, comme ils ont des points faibles. Ceux qui n'ont pas la capacité et la connaissance voulue doivent apprendre, mais les deux accusateurs n'ont pas tort. Mais pourquoi attendre d'eux plus que ce qu'ils peuvent faire? Je ne pense pas. Mais est-ce que c'est pas là où, justement, repose la responsabilité des leaders politiques que vous êtes vis-à-vis, justement, de vos militants, surtout de vos représentants dans les bureaux de vote? Nous avons des gens que nous choisissons en fonction de la probité morale que nous avons nous-mêmes et que nous prêtons à ceux que nous envoyons. Maintenant, est-ce que nous pouvons garantir que ceux que nous envoyons là-bas font les choses telles que nous le voulons? Il paraîtrait qu'il y en a qui, contre monnaie sonnante et trébuchante, votent contre les intérêts de leur camp. Mais les hommes, c'est ça. Alors, faisons en sorte que ceux que nous envoyons aient cette probité que nous leur prêtons et qu'ils se comportent en conséquence. Moi, ce que je regrette un peu, ce sont les jugements définitifs et généralisés. Bon, il peut se trouver que dans un groupe, quelqu'un se trompe. Est-ce qu'il faudrait jeter l'opprobre sur l'ensemble? Parce que non. Je crois que nous devons continuer à faire ce travail de pédagogie, que nous devons continuer à envoyer les meilleurs d'entre nous, que nous continuerons d'envoyer des gens qui ont une connaissance. On n'a pas tous la chance d'avoir été ministre de l'Éducation ou d'avoir pris part à l'élaboration des lois. Même ceux qui les élaborent, le plus souvent, ne les connaissent pas. On peut accepter que ce sont des hommes. Et parce que ce sont des hommes, ils ont des hauts et des bas. Essayons de faire en sorte qu'ils aient plus de hauts que de bas. Mais je ne dis pas qu'ils sont parfaits. Mais je leur donne le bénéfice du doute. Bon, ce qui est affirmé, est-ce que c'est ça la réalité? Non. Le plus souvent, ils sont accusés à tort. J'ai connu dans ce pays des gens comme moi qui ont été accusés de telle chose, alors qu'on n'est même pas au courant. Bon, on suppose que vous êtes 10, 5. Vous voulez qu'il y ait une majorité. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui parte d'un camp pour arriver à l'autre. Il se pourrait que l'autre camp a des moyens pour faire changer d'avis à vos représentants. Voilà pourquoi il y a une majorité. Sinon 5, ben, c'est match nul. On ne sait pas ce qu'on veut. On veut qu'une majorité s'en sorte. Donc nous savons d'avance, quand nous mettons en place ces institutions,
que des fois des monstres qu'on met en place, et ce n'est pas étonnant que nous soyons les victimes de ces monstres. Je me rappelle d'une réflexion de mon ami, malheureusement qui n'est plus là. Lorsqu'on met en place la Cour constitutionnelle, le président Bongo reçoit le ministre Ouligende. Je me trouve là. Et le ministre Ouligende, en faisant le compte rendu, dit, Monsieur le Président, j'ai peur que nous ayons accouché des monstres qui aujourd'hui ne se plaignent pas de la Cour constitutionnelle. Mais ce n'est pas parce que la Cour fait mal son travail, c'est parce que chacun de nous a une conception. Si la Cour est en votre faveur, vous dites bravo Madame la Cour. Si la décision ne vous plaît, c'est ça la difficulté dans la conduite des hommes. Mais la même Cour constitutionnelle qui se défend en disant qu'elle intervient en aval du processus électoral et qu'il y a le gouvernement, l'État, il y a les acteurs politiques que vous êtes qui avaient cette responsabilité-là. Il y en a qui parlent de la Cour de Pise, qui est toujours penchée d'un même côté. Bon, est-ce vrai, est-ce faux? Chacun de nous apprécie. Mais on a quand même observé, Maître Maïla, oui, lors des audiences à la Cour constitutionnelle, après qu'elle ait été saisie par certains acteurs au fin de l'annulation de certains scrutins électoraux. La Cour constitutionnelle a dit le droit. Oui, a dit on le vient droit. de constater, tout le monde a applaudi là. Bon, maintenant, les récriminations ne sont pas les mêmes selon qu'ils viendraient d'un côté, d'un camp ou d'un autre. Est-ce qu'il y a un pays où les gens ne se plaignent pas? Tous les pays, c'est ça. Bon, nous voulons être les meilleurs, d'accord? Faisons des efforts pour qu'il en soit ainsi. Mais je crois que nous faisons ce que nous avons à faire avec la volonté d'aboutir, avec la volonté de bien faire. Malheureusement, il arrive des fois qu'on n'arrive pas au résultat escompté. Et c'est ça l'œuvre humaine. Alors, Maître Maïla, le fichier électoral, je crois que le ministère de l'Intérieur s'y emploie à pouvoir le reviser en l'état actuel de la réalité justement de ce processus électoral-là. Quelles sont, selon vous, s'il y a des limites par rapport à cette opération de révision, où vous estimez que c'est une opération La révision électorale est normale, une opération purement technique et qui dépend du ministre de l'Intérieur. C'est quoi la révision électorale? La révision de la liste électorale, c'est, pendant les 2 dates indiquées, donner au ministre de l'Intérieur la possibilité d'ajouter à la liste des citoyens qui arrivent à avoir la majorité électorale. Mais c'est aussi la possibilité à ce ministre d'extraire, d'éliminer ceux qui, pendant l'année, ont perdu la vie. C'est ça la révision de la liste électorale, c'est pas... Bon. Mais quand certains disent qu'il faut associer l'opposition, à quel niveau? Non, c'est une opération purement technique qui dépend du ministre de l'Intérieur, qui, si on respecte la loi 2 fois par an, le ministre de l'Intérieur fait la révision de la liste électorale. Bon, le ministre, hier, nous vantait les qualités de la meilleure liste électorale qu'on aurait. On lui fait crédit, on vérifie. Le problème, c'est que ce qui nous arrive, arrive aussi aux autres. Ce qui nous arrive n'est pas propre seulement au Gabon. Il y a des morts dans les autres pays. C'est souhaitable qu'il n'y en ait pas chez nous, c'est vrai. Mais nous avons constaté avec une régularité qui devient tendancielle qu'à chaque élection électorale, il y a des morts, il y a des répressions. C'est ce qu'il faut éviter. Voilà pourquoi les gens parlent d'aller à ces élections avec un esprit apaisé, avec un esprit patriotique en disant je gagne, je perds, mais ça reste le Gabon. Ce sera la difficulté. Mais c'est la difficulté de conduire les hommes. Alors, on a vu, Maître Maïla, que depuis une trentaine d'années maintenant, que la Cour constitutionnelle a su souvent s'adapter au contexte en apportant des modifications de la Constitution de la République afin d'être en phase justement avec ces contextes-là. On a également vu que le processus électoral a subi une évolution certaine au gré des différentes concertations ou des dialogues politiques qui ont souvent eu lieu, accords de Paris, Arambo notamment. Mais il y a beaucoup de récriminations, Maître Maïla, notamment de la part de certains acteurs politiques et même de l'opposition qui estiment aujourd'hui qu'il faut peut-être revoir la loi électorale en ce qui concerne le fameux phénomène de la transhumance, les fameux bœufs votants. Vous savez, j'ai des raisons de connaître cette loi. Il y a des moments où vous posez des actes parce que c'est votre libre arbitre qui vous le commande, mais des fois parce que c'est celui qui vous donne des ordres qui le veut.
normalement, le transfert du bétail électoral, je l'ai dit moi-même, ne devrait pas avoir lieu. Pourquoi? Mais parce que vous avez une région, un village, une commune qui a un nombre X d'habitants. Ces gens-là, c'est eux qui doivent voter pour que ça change dans leur commune. Mais si pendant les élections, la population du village, de la commune, double, parce que les gens qui vivent ailleurs viennent voter pour vous, ça fausse déjà l'esprit de l'élection. Bon, mais si moi, Pambo, Oui. la Ange, je suis originaire de Yombi, Oui, d'accord? oui. Je vis à Libreville, je travaille à Libreville. Est-ce que je n'ai pas le droit d'aller me faire inscrire chez moi à Yombi? Si, mais ce n'est pas ça, le transfert du bétail électoral. Ce que nous condamnons, et je suis de cela, c'est que pendant les élections, les gens quittent leur région, leur village, machin, tout, pour aller chercher ailleurs des électeurs qui, eux, viendront voter alors qu'ils n'habitent pas là. On a vu des gens qui vivent ailleurs, et au moment du vote, la veille arrive par bus entier. Bon, ça vaut encore quoi le vote des autochtones? Mais on prête justement aux leaders politiques fortunés justement d'être les responsables de ce genre de pratiques-là. Ben, c'est monnaie courante, que ce soit du côté de la majorité comme de l'opposition, semble-t-il. Non, mais le problème n'est pas d'indiquer un camp là-dedans. Il y a des gens qui, dans l'opposition, ont des moyens. Il y a des gens Oui, c'est qui, ce que dans j'ai dit, l'opposition... oui. Bon, voilà. Donc, ça ne devait pas avoir lieu. On devait avoir une résidence électorale. Moi, je suis Nayombi, je vote à Fougamou. Depuis que je suis né, je vote à Fougamou. Mais ce serait dommage que j'aille porter ma voix pour trancher un débat qui se passerait, disons, à Franceville ou ailleurs. C'est mon pays, mais je n'habite pas là. Je ne vis pas les réalités. Donc, ce serait peut-être un correctif à apporter pour que ne votent dans une localité que les gens qui appartiennent à cette localité. Et il y a un problème également dans le changement d'adresse. Il y a des gens qui aujourd'hui votent à un endroit X et qui aimeraient changer pour les prochaines élections. Le ministre dit avoir mis en place un processus qui voudrait que la personne ne se transporte pas au nouveau lieu, mais qu'il y ait un processus qui fasse qu'il change seulement d'adresse et il sera habilité à voter là-bas avec le papier qui lui sera délivré. Nous l'avons regretté, je l'ai dit pendant que j'avais l'occasion de le dire alors que j'ai présenté des vœux au chef de l'État. Je crois même que l'expression bétail électoral ne serait pas trop loin de moi. On le regrette, c'est une erreur qui a été faite. Bon. Il faut corriger. Je pense qu'il faut corriger. Il faudrait réduire cela, il ne faudrait pas en faire... Moi j'ai vu des gens, pendant la vie normale, vous êtes 5 000, 20 000 dans un village. Vous avez 40 000 le jour de l'élection. C'est un peu différent. La volonté qui sera exprimée, les habitants ont quoi à voir là-dedans. Donc on en a abusé un peu. Bon, la volonté de gagner, bon, on a vu déjà transporter les gens. Et les gens qu'ils ont transportés allaient voter contre eux. Ça s'est vu. On vit dans ce pays, on vit des exemples dans un sens ou dans un autre. Dans tout, il faut éviter l'abus. Et là, il y a eu beaucoup d'abus en fonction des moyens de certains candidats, à cause de la volonté de certains de gagner à tout prix. Bon, voilà ce qui arrive. Dans la vie, l'abus en tout est nocif. Alors, maître, il y a un autre phénomène observé, notamment sur le terrain, la réaction de certains Gabonais vis-à-vis de certains compatriotes, soit qui sont nés d'un parent étranger qui ont la nationalité gabonaise, soit des personnes non originaires du Gabon, mais qui ont acquis la nationalité gabonaise, soit par le droit du sol, soit parce qu'elles ont des intérêts dans notre pays, mais qui, lorsqu'elles veulent participer comme candidats à des élections, eh bien, malheureusement, on maille à partir et c'est parfois mal perçu par les populations. Comment vous analysez cette réalité-là aussi? Là aussi, vous voyez, après les accords de Paris, nous avons élaboré le Code de la nationalité. Ce Code de la nationalité vous donne des droits. Il y a, dans certains pays, où vous ne pouvez postuler à certains emplois qu'à la deuxième, voire à la quatrième génération. Parce que vous venez d'acquérir la nationalité. Donc c'est vos enfants, vos arrière-petits-enfants
qui, après avoir connu la réalité du pays, ont certaines prérogatives. Mais ce que les gens regrettent, c'est quoi? C'est que là encore, comme on le fait d'une localité gabonaise à une autre, il y en a qui ont la possibilité de le faire des personnes qui n'ont même pas la nationalité gabonaise, mais qui ont à se trouver au Gabon pendant les élections, et on leur donne la nationalité gabonaise, et ils vont voter. Ils décident pour nous. Ça fausse l'opération électorale. Mais quid de ceux qui ont investi, qui ont des intérêts, qui vivent depuis une cinquantaine d'années au Gabon, et qui ont acquis la nationalité et qui veulent être candidats à une élection législative ou locale? Pourquoi est-ce que ce ne serait pas possible? Pourquoi il y a souvent cette levée de bouclier de la part des populations qui le comprennent mal? Je crois que ça se fait actuellement. Je crois qu'il y a des gens qui ont acquis la nationalité gabonaise, qui sont maires, qui sont conseillers municipaux, conseillers départementaux. Ça se fait. Ça s'est fait avec beaucoup de difficultés. Par petite dose, oui, ça se fait. Par petite dose, bon, n'allons pas trop vite en la matière. Nous n'avons pas encore eu à la présidence de la République des gens qui ont acquis la nationalité gabonaise qui ont cette prétention. Quand le cas se posera, on en discutera, nous sommes là pour ça. Mais ce qui est sûr, c'est que moi je vois par exemple en France, les étrangers ne votent aux élections locales. Bon, c'est une dose. C'est le pays, c'est les dirigeants qui apprécient. Peut-être au cours de ces multiples concertations, de ces rencontres, on a décidé autrement, mais je crois qu'on aurait tort, on nous est mauvaise grâce à ne pas accepter que ceux qui sont devenus gabonais par la naturalisation exercent tous les droits. Mais c'est normal qu'on puisse penser que ça vienne progressivement. On ne peut pas être gabonais aujourd'hui et demain candidat à la présidence de la République. Bon, ce serait un peu trop vite en la matière. Mais nous pensons qu'il faut bien réguler la chose. Il faut bien savoir raison garder. Il y a aussi des gens qui sont nés des parents qui ont acquis la nationalité gabonaise et qui, eux, sont gabonais à part entière. J'ai assisté à un débat lorsqu'il s'est agi de nommer ou bien d'élire le maire d'Akanda. Tout le monde a dit qu'il est d'origine. Mais il est gabonais. Ses parents sont gabonais. Bon, ben, ça n'a pas progressé. On a effectivement raison gardée. Ces personnes-là exercent les fonctions auxquelles ils ont été élus. Mais c'est normal qu'au début, les Gabonais froncent un peu le sourcil en disant bon, mais c'est ça. Maître Maguila, alors, deuxième point à l'ordre du jour de cette rencontre entre le ministère de l'Intérieur et les partis politiques, ce 16 janvier 2023, le point relatif au financement des partis politiques. C'est une préoccupation dans le landerneau politique national. Le ministre de l'Intérieur a dit que l'État devrait payer la dette due aux partis politiques. Je crois le problème au départ, il faudrait que ce ne soit pas événementiel. Il faudrait que ce soit un droit acquis, que ceux qui ont la charge, la mission d'animer le suffrage universel soient récompensés d'une manière ou d'une autre. Pour le moment, on parle de subvention, mais que cette subvention soit régulière. Que ce soit chaque année, par exemple, ou tous les 2 ans, mais qu'on sache qu'à intervalles connus, ceux qui animent les partis politiques ont droit à cela. Puisque ceux qui leur reconnaissent leurs droits, ce droit pose des conditions. Il faut avoir un siège, il faut avoir un compte en banque. Ça veut dire qu'il faudrait que vous ayez au moins un minimum qui font de vous une institution capable de répondre. Mais tous les partis politiques, malheureusement, ne remplissent pas ce cahier de charges. Ça me fait penser un peu à ce qu'on vit dans la sphère footballistique, dans le monde du football chez nous, où les équipes engagées en première division n'arrivent pas à remplir le cahier de charges. Justement, toutes les équipes n'ont pas un siège, toutes les équipes n'ont pas comme les partis politiques, en fait. Il faut être un peu plus regardant. Pour ce qui est des partis politiques, je crois, par exemple, que les partis de la PG 41 ont tous un compte en banque. Ils ont tous un siège. Je ne m'avance pas, je ne mettais pas ma main au feu. On peut trouver là-dedans 2 ou 3 qui ne remplissent pas les conditions ou qui se trouvent dans une difficulté quelconque, mais en général, cela est respecté. Mais qu'on ne prive pas du droit tous ceux qui remplissent les conditions au motif qu'il y aurait 1 ou 2 qui ne rempliraient pas ces conditions. Je pense que ceux qui animent les partis politiques, quand on voit l'adhésion des militants, quand on voit la part que les uns et les autres prennent
à la vie du parti, qu'on ne laisse pas cette charge uniquement à la charge du créateur du parti. Alors, Maître Maïla, quand même, le Gabon, c'est un peu plus de 2 millions d'habitants aujourd'hui, pour plus d'une centaine, semble-t-il, de partis. Plus de 2 millions d'habitants pour plus de 100 partis politiques. A-t-on besoin... Ils sont 75 à ce jour. Légalement reconnus, 75 partis politiques. C'est trop, c'est pas trop. À ma trop. connaissance. Vous voyez le verre à moitié vide ou à moitié plein? Je crois que c'est trop. Je crois qu'on gagnerait. À un moment donné, on a parlé de réduire les partis politiques. Mais on a dit que c'est une liberté. On ne peut pas la réduire comme ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on aurait été mieux inspiré d'avoir 2 grands partis politiques, 3 ou 4 grands partis politiques. Mais 75, ça fait quand même beaucoup. Alors, est-ce que le problème, la difficulté ne se situe pas au niveau de l'idéologie, justement, des partis? On a l'impression que les partis politiques au Gabon n'ont aucune idéologie. Mais parce que l'idéologie s'est définie comment? Par la gestion économique. On a parlé de communistes, on a parlé des libéraux. Bon, est-ce qu'on va faire un parti en fonction de cela? Les gens s'en réclament, qu'on ait un parti libéral. D'autres disent qu'ils sont communistes. Ou socialistes. D'autres disent qu'ils sont socialistes. Mais je crois qu'on devrait s'entendre sur un calcul qui privilégie l'intérêt national pour avoir 2 grandes formations politiques qui se succèdent au pouvoir. L'idéal, c'est l'Angleterre. Il n'y en a que 2. Ils n'ont même pas de constitution, c'est M. Thelma. Conservateurs, voilà. Et les États-Unis aussi, les conservateurs, les démocrates. Je crois qu'il faut regretter qu'on soit quand même 75. Mais j'ai peur qu'on en crée encore d'autres. Mais il va arriver un moment donné où tout le monde saura qu'il faut qu'on garde la raison, qu'on réduise cela. Mais réduire ça par la loi, ce serait gênant parce que ce serait une entrave à une liberté. Les gens estiment qu'on en a été privé dans ce pays avec un seul parti. On s'est battu pour qu'il y en ait plusieurs. Maintenant, c'est un peu l'overdose, mais il faut le regretter. Mais il y en a quand même 75 aujourd'hui reconnus. Alors, pour ce qui est du financement des partis, vous dites qu'il faut qu'il y ait une base. Alors, on sait qu'il y a des partis politiques qui ont des subventions un peu plus parce que... ils ont des élus nationaux. Pourquoi vous estimez qu'il faut qu'il y ait une base? Pourquoi est-ce qu'un parti politique qui existe depuis 30 ans, qui n'a jamais eu un seul élu local, devrait continuellement être subventionné par l'État? Normalement, à mon avis, non. C'est pour ça que j'ai dit, lorsqu'on crée un parti politique, lorsqu'on vous donne votre récépissé, vous avez rempli une obligation de résultat. Bon, maintenant, quand vous vous battez pour avoir les élus, non, une obligation de moyens. Maintenant, quand vous vous battez sur le terrain pour avoir des élus, il y a l'obligation de résultats qui est remplie et ceci mérite d'être récompensé. Peut-être pas le mot, mais qu'on reconnaisse ces efforts-là. Moi, je ne suis pas pour que ceux qui existent depuis 30 ans, qui ne vont même pas aux élections, puissent avoir des machins. Non. Justement, là, on devait pouvoir légiférer entre l'obligation de moyens que vous remplissez en ayant le récépissé et l'obligation de moyens que vous remplissez en ayant des élus. Il doit y avoir une juste mesure. Mais il y a des gens qui, depuis 30 ans, ne sont même pas candidats à une élection. On ne peut pas subventionner cela. Le ministre devait regarder le nombre de fois où vous avez été candidat, vous avez été battu, vous avez été élu. Mais les gens qui n'y vont même pas aux élections, comment voulez-vous leur donner le machin? Est-ce que ça confirme la thèse de certains Gabonais qui estiment que les partis politiques au Gabon, c'est devenu des fonds de commerce pour leurs leaders? On peut dire que oui, parce qu'il y a des gens qui se sont trouvés dans l'incapacité de créer un parti politique, pour des raisons politiques peut-être, qui ont dû acheter des partis entre les mains de ceux qui l'avaient, des gens qui, eux, se sont battus pour les avoir. Ils en ont tiré un bénéfice, il faut le croire. Donc, ils ne sont pas loin, ceux qui affirment que c'est devenu. Mais est-ce que le ministère de l'Intérieur, justement, ne devait pas légiférer à ce niveau-là, aussi interdire ce genre de pratiques que l'on vende son récépissé pour des écus sonnantes et trébuchantes? C'est ce qui s'est passé, qui vient de se passer récemment, parce que des responsables qui avaient la capacité et tout, se sont trouvés dans l'incapacité. Il y en a qui sont même dans l'opposition, qui ont recours à ce type de pratiques. Non, il y en a qui sont dans l'opposition. Vous savez, il ne faut pas voir les choses de manière manichéenne.
Il n'y a pas d'un côté les bons, d'un côté les mauvais. Il y a les bons et les mauvais de part et d'autre. Mais c'est une pratique gênante que quelqu'un, 20 ans à la tête d'un parti, n'ait pas été candidat à une élection. Alors le suffrage universel, vous l'animez comment? Non. Ce sont ces travers-là qu'il faudrait, à travers les rencontres et tout, on devrait par exemple décider que ceux des partis politiques qui ne présentent pas de candidats aux élections ne puissent pas être subventionnés. Là, au niveau du ministère, on devrait, par voie législative ou par voie... Bon, trouver le moyen d'inciter les partis politiques à exprimer effectivement, à remplir effectivement cette mission. C'est ça l'animation du suffrage universel. C'est vrai, ceux qui pointent du doigt cette pratique ont raison. Et moi, je parle d'une base normale des gens qui vont aux élections. Ils les perdent ou ils les gagnent, mais ils vont quand même aux élections. Ces gens-là, on devrait avoir une base. Maintenant, ceux qui ont des élus, leur effort doit être récompensé. Ils le sont. Une part beaucoup plus importante, ceux qui ont plus d'élus, c'est tout à fait normal. Maintenant, il se trouve que ceux qui exercent le pouvoir ont une facilité plus grande d'avoir des élus et ont donc des subventions beaucoup plus importantes. C'est à regretter. C'est de l'ex. De Ralex. Maître Maïla. Alors, on va terminer cette émission par un troisième point tout aussi important, celui relatif à cette concertation politique souhaitée par le président de la République et annoncée lors de son adresse à la nation du 31 décembre 2022. Maître Louis Gaston Maïla, plusieurs leaders politiques se sont prononcés, même la PG 41, les partis politiques de ce regroupement aussi. Vous êtes tous d'accord pour y aller? Nous sommes tous d'accord pour y aller parce qu'il faut remettre les choses à l'endroit. Nous sommes demandeurs. Et c'est tout à fait normal que lorsque le pouvoir d'action, qui est le gouvernement, qui est le premier pouvoir politique, accepte, il serait de bonne grâce qu'on y aille, qu'on aille discuter. Et j'ai dit à ceux qui me font l'honneur de m'écouter que le recours régulier, constant, à des concertations, à des rencontres, c'est un signe de la vitalité de la démocratie. Parce qu'on a l'occasion, ceux qui gouvernent, ceux qui nous contestent ce droit, ou ceux qui vous contestent ce droit, ont l'occasion de vous dire en face, monsieur, ce qu'on vous reproche, c'est ça. Faites ci, faites ça. Ce qu'on n'aime pas, c'est cette façon de faire. Et c'est ça. Bon, ceux qui peuvent écouter, écoutent. Ceux qui doivent écouter, écoutent. Et l'on modifie. Donc, je crois que le président de la République a daigné confirmer qu'il y aura une concertation politique. Nous, PG 41, nous l'avons accepté. Nous, UPNR, nous l'avons accepté. Nous, regroupement de partis politiques membres de la PG 41, nous l'avons accepté. Vous trouverez toujours des exceptions. Vous trouverez toujours quelqu'un qui peut-être pourrait être original, dit moi, je n'y vais pas. Mais ce n'est pas pour autant que la rencontre n'aura pas lieu. Ce n'est pas pour autant qu'on a raison de ne pas y aller. La chaise vide, ça ne paye pas. Mais certains acteurs politiques, et pas de moindre l'opposition, exigent quasiment leur présence à cette concertation politique, que si le président de la République lui-même y est. Je ne comprends pas. C'est-à-dire que pour eux, si le président de la République n'y est pas, ils vont pratiquer la politique de la chaise vide. Je crois que c'est une surenchère gratuite. C'est normal que le chef de l'État ait accepté cela, ait assuré que la concertation aura lieu, soit là peut-être à l'ouverture. Mais on ne peut pas exiger du chef de l'État qui a les charges que l'on sait, qu'il soit là pendant la discussion. La première rencontre que j'ai vue qui a porté des fruits dans ce pays, c'est la conférence nationale. Le président de la République n'était pas présent. Mais il était présent par les représentants qu'il avait, par les instructions qu'il donnait, par le retour que lui faisaient les responsables, soit de l'opposition, soit du camp qu'il dirigeait. Là aussi, je pense qu'il serait normal que le président de la République, s'il nous fait l'honneur d'être à l'ouverture de la concertation, n'ait pas l'obligation d'être là. Ça peut durer combien de temps, je ne sais pas. Il a la charge de l'État. Ce n'est pas rien. Donc, c'est une surenchère que j'appelle moi gratuite, de dire si le président ne vient pas, je ne viens pas. Bon.
qui viennent Maître Maïla, pour ce qui est du contenu par rapport à cette concertation politique, il y en a qui disent que c'est peut-être le moment indiqué pour aller au-delà des questions électorales, parce que le président de la République, quand il a fait l'annonce de cette concertation politique, a dit que c'était en rapport avec les élections pour qu'il y ait des lendemains électoraux à peser en 2023. D'autres estiment qu'il faut y introduire les questions d'ordre social de l'heure. Qu'en pensez-vous? Moi, je suis de ceux-là qui pensent qu'on ne peut pas se limiter aux questions électorales. C'est vrai que les questions électorales occuperont une grande partie parce qu'elles conditionnent notre vivre ensemble, mais je pense qu'il faudrait aller au-delà. Il faudrait aller au-delà parce que la politique, c'est la vie, mais ce n'est pas que la politique. Donc ce serait normal qu'au cours d'une rencontre telle que celle-là, on introduise d'autres règles, on introduise d'autres habitudes qui peuvent faire en sorte que nous avancions. Sûrement que ceux qui disent cela. Et puis l'avantage, c'est qu'on a parlé de la concertation des forces vives du pays. On a dit la concertation. Mais il y aura la société civile. Ce n'est pas des partis politiques. Dans cette société civile, on y trouve un peu tout le monde. Donc tous ceux qui ont des choses à dire, à proposer, à vouloir changer, auront l'occasion de le faire. Mais je suis de ceux qui pensent qu'il faudrait aller au-delà. Et puis, très souvent, on se plaint. C'est vrai, vous ne pouvez pas vous plaindre quand vous gagnez toutes les élections. La contestation vient de quoi? C'est que les candidats de l'opposition disent qu'ils ont gagné l'élection. Donc ils n'ont jamais perdu l'élection, faute de transparence électorale. C'est normal qu'on en débatte. Mais on ne peut pas ne faire une reconciliation que pour les questions électorales. Parce qu'on n'a pas perdu l'élection par manque de transparence électorale. Mais est-ce que ça ne donnera pas une forme de format hybride, justement, cette concertation politique, s'il fallait en même temps parler des questions électorales en rapport avec la transparence électorale pour qu'il y ait des lendemains électoraux à peser, en même temps aborder des questions d'ordre social, oui. Les urgences de l'heure? Ça ne donne pas un format hybride, non? Non. Non, parce qu'il appartiendra au président de la République, au gouvernement, à l'opposition, de s'entendre sur le format de cette rencontre. Lorsqu'on se sera entendu sur le format, nous nous entendrons sur le contenu. Il y a des choses, des questions qui peuvent ne pas paraître utiles ou bien qui peuvent souffrir d'attendre un peu plus longtemps, qu'on va écarter. Mais il y a des questions qui mériteraient qu'on les examine pendant cette rencontre et qui vont avoir la faveur des participants. Il faut aller avec un esprit ouvert. Il faut partir avec un principe qu'il n'y a pas de sujet tabou, qu'on doit parler de tout. Oui, mais l'exécutif a les organes, et les structures, les outils qu'il faut pour pouvoir justement répondre aux urgences de l'heure. Il y a un gouvernement, il y a une administration. Quel peut être l'apport finalement de l'opposition en rapport justement avec les questions sociales aujourd'hui? L'apport de l'opposition, c'est de suggérer des solutions, des pistes de réflexion. Et c'est au gouvernement de les écouter, voire de les adopter. Moi, je connais des gens aujourd'hui qui se disent dans l'opposition. Et quand ils étaient au gouvernement, on proposait des choses. Et dès qu'ils sont sortis de ce gouvernement, les ont abandonnés. On doit aller avec des convictions, avec un corps plus idéologique, fait d'une volonté de changer. Bon, on peut aussi faire de la politique pour accompagner les autres. C'est ça le leader. C'est en dehors de ceux qui animent, ceux qui proposent, mais ceux qui jugent également. Il faut tenir compte de ce jugement-là. C'est pour ça que l'opinion de tout un chacun est importante. Donc je crois que c'est à l'honneur de ceux qui gouvernent d'avoir accepté cette concertation. En son temps, j'ai parlé de réconciliation nationale. Pourquoi? Parce que je pense que chacun de nous a quelque chose à se faire pardonner. Parce que je pense qu'il nous est arrivé dans la vie de marcher sur le pied de quelqu'un. Il est normal de lui dire pardon. Et je crois que cette réconciliation nationale devrait amener les Gabonais dans leur ensemble. C'est utopique, mais c'est possible de regarder dans la même direction. Maître Maïla, d'autres acteurs politiques, certains de vos collègues estiment que rien ne sert de courir. Ces 3 élections qui doivent être organisées en 2023, les élections générales, qui seraient peut-être
plus adapté ou indiqué qu'il y ait une forme de glissement du calendrier électoral, qu'on aille même jusqu'en 2024? Je crois personnellement, j'écoute ceux qui disent même qu'il fallait même une transition pour que nous ayons le temps de tout mettre à plat. Mais ça, c'est vouloir le maximum. Si on peut l'atteindre, pourquoi pas? Mais je crois que le glissement serait peut-être bienvenu, qu'on ne puisse pas, en 12 mois, organiser 3 scrutins de cette importance. S'il y en a qui pensent qu'on peut glisser vers 2024, où est le problème? Pourquoi pas? Quand il y a la volonté d'aboutir, la volonté de changer, la volonté de faire mieux, il faut toujours donner grâce à cette volonté-là. Je serais pour qu'on n'organise pas les 3 scrutins forcément dans les 10 mois qui nous restent, qu'il n'y ait pas une précipitation pour tenir compte des délais. Et que s'il y avait un glissement, ce ne serait pas forcément une mauvaise chose. Ce serait, je crois, une question de bon sens. Bon, supposer que dans l'ordre, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont mettre, la présidentielle, ok, les législatives, ok, que les locales puissent être repoussées, pourquoi pas? Je crois que c'est une question de la confiance qu'on doit se faire les uns et les autres. Bon, il y a un gouvernement. C'est le gouvernement de la République. On peut l'aimer, c'est votre gouvernement. On peut ne pas l'aimer aussi, mais c'est quand même votre gouvernement. Si le gouvernement décide ainsi, tout le monde y passera. Et je crois que c'est cela, vivre ensemble. C'est cela, faire preuve de patriotisme et de sentiment républicain. Et je crois que tous, nous sommes tenus d'obéir à ces lois-là. Malheureusement, elles ne sont pas toutes bonnes, mais les bonnes, exécutons-les. Les mauvaises aussi. Mais c'est pour ça que la discussion s'impose au moment de les adopter pour qu'elles soient du goût du plus grand nombre. Et c'est ça notre travail à tous, que ce soit ceux qui sont dans l'opposition ou ceux qui sont dans le gouvernement. Mais le gouvernement, c'est un temps. Hier, ceux qui sont au gouvernement n'y étaient pas. Demain, ceux qui y seront. C'est ça, cette évolution qu'il faut savoir accompagner en sachant garder raison, en sachant avoir le regard un peu plus loin, en disant qu'un pays n'a pas d'âge, on n'a pas avoir des choses qu'il faut faire absolument ici et maintenant, que ceux qui peuvent attendre, bon, faisons-le. Voilà un peu le problème. Maître Maïla, on est arrivé quasiment au terme de l'émission. Vous avez 1 minute pour votre conclusion. J'ai coutume de dire qu'il est difficile de conclure en politique. Mais on peut conclure un débat. Nous allons conclure celui d'aujourd'hui, et qui se résume par les remerciements que je vous dois pour votre invitation, par les remerciements que je dois à des compatriotes qui nous reçoivent chez eux et qui nous font l'honneur de nous écouter. Aujourd'hui s'ouvre à notre pays, à chacun d'entre nous, la préparation de ces élections. Allons avec cœur, allons avec la retenue qu'il faut, allons avec la confiance les uns dans les autres, et que chacun de nous fasse de son mieux pour que ceux qui nous subissent, ceux qui subissent nos décisions, puissent dire, bon, c'est acceptable, la loi est dure, mais c'est la loi. Mais c'est pour ça qu'hier le ministre parlait des monstres que nous créons. C'est vrai, c'est nous qui les créons, les monstres. Les institutions dont on se plaint, ils ont été créés par des Gabonais. Il y en a qui n'existent pas dans d'autres pays, c'est que le Gabon les a voulu. Bon, continuons, changeons-les s'il le faut, mais dans un esprit, le consensus n'existe peut-être pas, mais il est tellement souhaitable que quand on arrive à l'avoir, on dit Dieu, merci. Merci, Maître Louis-Gaston Maïla. Je rappelle que vous êtes le président de l'Union pour la Nouvelle République, l'UPNR, une formation politique de l'opposition gabonaise. Merci d'être passé sur le plateau du Métronome. On aura certainement l'occasion de vous retrouver dans d'autres émissions sur notre chaîne. Attendons cette occasion, et c'est la meilleure conclusion, cet espoir de nous retrouver dans d'autres circonstances et dans d'autres occasions pour débattre toujours de la vie de la nation. Et c'est cela qui nous fait vivre, cet espoir. Merci beaucoup, Maître Maïla. Merci de nous avoir regardés et bonne suite des programmes sur Télé Africa.